Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Herverin et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Citizen Vox consacré aujourd'hui à la ville d'Argenteuil, la troisième ville de la région Île-de-France située dans le département du Val d'Oise, qui compte près de 110 000 habitants. Alors c'est un territoire d'études très stimulant pour les acteurs de l'urbain. Et j'ai donc le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Jiquel, adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme, à l'aménagement, au projet urbain, mais aussi vice-présidente de l'EPT, établissement public territorial Boucle Nord de Seine, en charge de l'attractivité économique et de l'accompagnement des entreprises. Bonjour Madame Jiquel. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cet échange. Alors d'abord, quelques mots, vraiment 2 mots sur votre parcours que vous allez compléter. Vous êtes élue depuis 2020 à la ville d'Argenteuil, ce qui est relativement récent, et vous étiez auparavant dans le secteur privé, notamment dans le domaine du marketing. Et je sais, en regardant un peu votre parcours, que vous avez eu une vie professionnelle très riche, dense. Alors pourquoi et comment on devient élu? On devient élu déjà fondamentalement parce qu'on aime les gens. Il faut absolument aimer les gens, aimer la ville, aimer son territoire pour être élu. C'est un engagement de tous les jours. On court beaucoup. Vous m'avez vu arriver en courant. Je pense que je vais repartir en courant. Parce que voilà, ce sont des journées très chargées. Souvent, on nous voit avec notre casquette d'élu, qui pour ma part est très récente. Mon engagement auprès de Georges Mautron date du début du mandat. Je n'avais aucune expérience politique avant. Je m'y intéressais évidemment. Mais voilà, je suis issue du privé. Je suis arrivée à Argenteuil il y a un peu plus de 10 ans. J'ai eu vraiment le coup de cœur pour cette ville, pour y installer ma famille. Ma fille y est née. Elle a 7 ans aujourd'hui. Et voilà, il faut vraiment aimer sa ville, aimer son territoire, aimer la vie autour de soi, être très observateur également. Et puis, au-delà du quotidien, je pense qu'il faut savoir aussi se projeter, ce qui n'est pas le plus facile. Parce que la ville est quelque chose de vivant, qui évolue plus ou moins vite. On a tendance à dire que le temps de l'aménagement est un temps long, mais on voit aussi des accélérations avec des réalités économiques, un contexte social, environnemental qui est mouvant. On parle de crise. Moi, je pense qu'on est plutôt sur des mutations très profondes, même s'il y a des urgences. Et donc, c'est vrai que le rôle d'élu local, qui est à différencier des autres élus, c'est d'être à la fois ancré sur son territoire, mais de savoir prendre de la distance et de la hauteur pour envisager le futur de la ville. Donc c'est quelque chose que vous avez appris en formation accélérée, j'imagine, parce qu'une ville d'Argenteuil, il faut être dans le bain tout de suite, j'imagine. Exactement. Vous avez donc pas eu du tout d'engagement politique avant, ni engagement dans un parti politique, aucun. Peut-être dans la vie associative? Dans la vie associative, effectivement, vie associative, sportive, environnementale, professionnelle aussi, puisque je me suis beaucoup engagée auprès des entreprises du secteur de la tech pendant quelques années sur Paris. Et voilà. Donc c'était déjà un travail de relationnel. Oui, de beaucoup tout à fait. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, rien n'est, à mon sens, rien n'est question de hasard. C'est peut-être aussi plus de la chance et de l'alignement de planètes. Et la chance, ça se provoque. Donc voilà, c'est vrai que c'est important d'échanger, de faire se rencontrer les gens, d'aller vers les gens également, et d'aller chercher des opportunités, que ce soit sur une entreprise quand on est chef d'entreprise ou pour une ville quand on est élu. C'est exactement le même sujet, si ce n'est que là, on parle bien d'intérêt général. Oui. Et donc voilà, c'est un engagement de tous les jours. Au début, ça fait drôle. Surtout quand on est issu du privé, que voilà, c'est pas forcément dans son ADN et quelque part, c'est un engagement qui est important. Je pense que tout le monde dans sa vie devrait avoir ce type d'engagement, au moins une fois. Parce que déjà, ça amène à se poser des questions qui sont différentes des questions que l'on se pose au quotidien en tant que citoyen. Être en responsabilité, c'est tout à fait autre chose.
Et c'est vrai qu'on découvre des sphères et des méthodes de fonctionner qui sont tout à fait différentes, qui sont parfois imparfaites, qui sont à faire évoluer. Et si on ne s'engage pas, elles n'évolueront pas. Oui, bien sûr. Donc c'est très facile de commenter et de critiquer. En revanche, à un moment donné, il faut que ce soit constructif. Et la meilleure façon de faire en sorte que ce soit constructif, c'est de s'y engager, c'est de se relever les manches et de mettre les mains dans le cambouis, tout simplement. Donc vous n'avez pas hésité l'ombre d'une seconde quand Georges Mautron vous appelle et vous dit, parce que c'est ce que j'ai lu, il vous appelle directement, il voulait vous rencontrer, etc. Exactement. Et vous n'avez pas eu l'ombre d'une hésitation. Maintenant que vous me posez la question, non. En fait, non. Il y a un petit grain de folie, je pense. Effectivement, c'était l'inconnu. Pour le coup, en revanche, quand je devais avoir 8-9 ans ou 7-8 ans, ma maman m'a offert un livre qui s'appelle Copains des villes, que tout enfant devrait avoir et que tout parent devrait offrir à son enfant. Alors ça existe en Copains des mers, Copains des bois, Copains des champs, etc. Mais Copains des villes est tout à fait intéressant parce que ça explique vraiment comment la ville fonctionne, vraiment de fond en comble, comment au quotidien elle fonctionne, comment elle a évolué. J'ai tendance à dire aussi que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc c'est vrai que l'histoire, l'évolution de la ville détermine aussi là où elle va, au-delà des politiques qui sont menées, etc. Et c'est très important de bien connaître ça. Et c'est vrai que ce livre avait très tôt éveillé ma curiosité sur le fonctionnement d'une ville. Et donc forcément, je pense que ça a influencé ma rapidité de décision parce que j'étais trop curieuse. Ouais. Bien que, pour le coup, j'ai grandi à la campagne en Bretagne, donc rien à voir. Dans votre apprentissage, alors il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, c'est vous venez du privé, donc quand même il peut y avoir un petit choc des cultures sur la manière dont est produite l'action publique, hein, à la fois effectivement dans la sphère plutôt politique, mais aussi dans la sphère administrative, enfin de ce côté. Voilà. Qu'est-ce qui vous a à la fois un petit peu surprise? Qu'est-ce qui constitue des freins, véritablement, venant du privé? Et qu'est-ce qui constitue des leviers? Parce qu'il y a évidemment, c'est toujours dans les deux sens, selon vous. Alors, effectivement, on est très fort en France pour se rajouter des complications dans la vie. Voilà, il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup d'acteurs en présence, il y a beaucoup d'agences de l'État. Peut-être trop aujourd'hui. On se rend compte, même en l'espace de quelques années entre le début du mandat et aujourd'hui, que les temps ont tendance à se rallonger. Les temps de l'aménagement et de l'urbanisme ont tendance à se rallonger, ce qui en soi peut être une bonne nouvelle dans le sens où ça garantit quand même que des projets aient le temps de maturer, et une mauvaise nouvelle parce que le temps de l'administration, le temps de l'aménagement n'est pas le temps du citoyen. Et donc c'est vrai, quand vous êtes un citoyen, que vous habitez un quartier, vous avez quand même l'impression vous pouvez avoir l'impression qu'il ne change pas ou qu'il met du temps à changer. Mais néanmoins, c'est vrai que heureusement qu'on ne lance pas un projet sans faire d'études, sans vérification d'agences de l'État aussi, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être un juste milieu à trouver. La bonne nouvelle, et en tout cas le parallèle entre l'action publique et la sphère privée, en tout cas qui me marque, c'est que finalement l'élu, c'est un peu comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il va imprimer une vision, il va imprimer une stratégie, il va corriger potentiellement cette stratégie en fonction des aléas, du contexte économique, etc. Et saisir des opportunités pour développer sa société, etc. L'élu, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que sur certains quartiers, c'est véritablement l'impulsion politique qui va faire aussi que les projets vont avancer dans tel ou tel sens. Je vous donne un exemple sur le quartier Porte-Saint-Germain-Berge-de-Seine, qui représente quand même 75 hectares d'aménagement sous contrat d'intérêt national depuis 2016. C'est vrai que c'est un projet dont on entend parler depuis longtemps, qui met du temps, énormément de temps à se développer. Mais en revanche, aujourd'hui, vous avez la quasi-totalité des friches industrielles qui sont en chantier ou en cours de passer en dépollution ou en chantier. Donc c'est une excellente nouvelle et finalement ça a été assez vite à l'échelle du mandat. Et fin d'année 2025, on va commencer à avoir les premières démolitions là pour pouvoir produire les logements qui sont prévus dans le cadre de l'aménagement de ce quartier. Donc finalement, là, on a un temps qui est... tout s'est mis en place. On a été aussi chercher l'alignement des planètes et c'est aussi le rôle de l'élu de mettre tous ces acteurs autour de la table et de faire en sorte
que cet alignement se produise et de la meilleure des façons. C'est un travail de longue haleine et effectivement, peut-être on y reviendra en fin d'émission, mais ce rôle de l'élu qui est quand même en train beaucoup, je pense, de bouger par rapport à une certaine époque. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Vous avez déjà commencé à évoquer les projets à Argenteuil, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va évidemment surtout s'intéresser dans cet épisode à la vision aménagiste de la ville d'Argenteuil, aux projets urbains qui ont été initiés pour transformer, beaucoup travailler sur la requalification de l'urbain. On va venir en détail. Peut-être pour commencer, quand même nous donner un aperçu des enjeux de la ville d'Argenteuil, c'est-à-dire pouvez-vous nous décrire vraiment les défis majeurs là, pour les 10-15 prochaines années? À quoi faut-il répondre? Quels sont les besoins prioritaires? Alors, Argenteuil, c'est une grande ville. On l'a dit en introduction, c'est 112 000 habitants, c'est plus de 17 km² de ville. Quand je disais que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, c'était la ville la plus viticole de France. Fut un temps, il y avait des coteaux, il y a encore un quartier qui s'appelle le quartier des coteaux. Et d'ailleurs, le terme picolé vient d'Argenteuil, puisque le cépage, le piccolo, est véritablement le vin d'Argenteuil. Donc, il y a ce passé avec la figue blanche, avec les asperges d'Argenteuil, etc. Donc, un passé agricole, finalement. Et puis, il y a eu toute cette évolution de la ville avec l'industrie, qui, pour partie, nous a quand même coupé en partie des berges de Seine, mais qui est aussi une richesse pour la ville. On a les premiers hydravions qui ont volé, pris leur envol sur la Seine. On a les premières voitures grand public, Lorraine Dietrich, qui ont été construites à Argenteuil. On avait des usines comme Dunlop, beaucoup d'usines chimiques grâce à la proximité de la Seine, la métallurgie. Avec les établissements jolis qui ont quand même... Il y a des éléments de la Halle Baltard, de la Tour Eiffel, de quelques ponts emblématiques, notamment sur la Rance, qui ont été fondus à Argenteuil. Donc tout ça, c'est important, mais ça a façonné la ville. En même temps que cette industrialisation, il y a eu l'arrivée des transports ferroviaires, notamment. Et aujourd'hui, vous avez encore le croissant ferré au cœur de cette ville. Et donc, l'évolution aussi de tout ça... c'est que finalement, ça a façonné un petit peu à marche forcée des grands espaces qui étaient à une époque des champs, des parcelles, qui étaient ensuite des pavillons ouvriers, des cités ouvrières, etc. Et puis, vous avez eu l'arrivée de la voiture, du tout voiture. Et là, la ville a encore eu d'autres coupures urbaines, comme la 15 notamment. Oui, donc une très grande diversité de formes urbaines. Exactement. Et avec des problématiques effectivement de rupture importantes. Exactement, avec des grands ensembles, sur des grands ensembles urbains d'architecture brutaliste, qui sont... alors, il faut voir les dessins de Dalle, par exemple, de l'époque, qui sont assez formidables, qui sont utopiques, qui ont une vraie réflexion sociale. Ça, je pense qu'il ne faut pas le nier, mais c'est vrai que la façon dont ils évoluent dans le temps, la façon dont ils ont vieilli n'est pas forcément aujourd'hui idéal. C'est vrai que il y a certains immeubles aujourd'hui, c'est beaucoup d'investissement. De la ville, du territoire, de la métropole du Grand Paris pour la rénovation énergétique, pour l'entretien, etc. Et donc, c'est pas forcément facile. Mais du coup, à Argenteuil, vous trouvez aujourd'hui, sur l'ensemble des quartiers, des formes urbaines qui sont complètement différentes. Des zones pavillonnaires où vous vivez avec le poulailler, les abeilles et la vraie vie de quartier où tout le monde s'entraide, etc., comme un village. Les champs avec la plaine d'Argenteuil, on a plus de 120 hectares de plaine agricole sur lequel on travaille justement pour la remise en culture d'une grande partie. Les grands espaces naturels avec 40 hectares d'espaces naturels et de buttes, notamment la butte d'Orgemont. Et puis des espaces industriels comme sur Porte Saint-Germain-Berge-de-Seine, le Pôle Gare ou encore le Val d'Argent. Sur tout ça, j'ai parlé de coupures urbaines tout à l'heure. Donc, le véritable enjeu, c'est de pouvoir transformer ces coupures urbaines en coutures urbaines, de favoriser le vivre ensemble entre des grands ensembles immobiliers anciens, du pavillonnaire qu'il faut préserver, et puis le besoin de logement, puisque nous sommes dans une zone tendue, vraiment, véritablement. À un moment donné, la production de logement est importante. Est-ce qu'il y a un objectif de la ville d'Argenteuil
chiffrés sur la question du logement ? Alors, il y a des objectifs, notamment sur le quartier Porte Saint-Germain-Berge-de-Seine, où nous allons développer 2500 logements à horizon 2030. Puisque nous sommes sous contrat d'intérêt national, nous avons un objectif aussi de reconstitution de logements sociaux à cette occasion-là. Et ensuite, on a une étude globale de l'habitat. Et l'objectif, c'est pas forcément de donner un objectif chiffré global, mais plutôt de remettre de l'huile dans le parcours résidentiel. Et plutôt de répondre à la question, quand vous êtes habitant d'une ville, d'Argenteuil ou d'ailleurs, vous avez des besoins en logement qui sont différents à chaque étape de votre vie, que vous soyez chez vos parents, que vous soyez jeune actif ou étudiant et que la problématique c'est plutôt de quitter le domicile familial et de trouver un logement adapté à vos besoins en tant qu'étudiant ou jeune actif. Et puis ensuite, la période où vous vous mettez en couple, en ménage, la question des enfants arrive, l'évolution du logement, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on achète une maison, est-ce qu'on achète plus grand, etc. Et tout l'enjeu, je pense, de l'action politique et de l'action publique, c'est de faire en sorte de dégripper, parce qu'aujourd'hui c'est gripper, ouais, c'est ça, ouais. De dégripper ce parcours résidentiel et qu'on puisse en tant que citoyen trouver un logement adapté à notre étape de vie à proximité de bassins d'emploi. Vous avez des pistes de concrètes, parce que c'est quand même un sujet très complexe. C'est un sujet extrêmement complexe. Et au niveau national, le problème, c'est le parcours, justement. C'est le parcours résidentiel, peut-être plus que la production de logements. Je m'avance peut-être un peu, mais voilà. Est-ce que vous avez des pistes concrètes? Alors, du coup, ça se matérialise comment? Ce qui est important sur une ville comme Argenteuil, c'est que cette production de logements doit aussi avoir un but concret. Alors, la production de logements, avoir un toit sur la tête étant un but concret, effectivement. Mais ça doit aussi servir à refaire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'étalement urbain, on entend parfois notamment d'opposants, de bétonisation, etc. La logique, c'est véritablement de faire en sorte, et ça doit être aujourd'hui le job des acteurs de l'urbanisme et de l'immobilier, non pas de saisir les opportunités là où elles se trouvent, etc., parce que pendant longtemps, ça a été le cas. C'était entre guillemets facile de développer des opérations immobilières, souvent à l'opportunité, un propriétaire vendeur, etc. Et puis le prix du foncier n'était pas un problème. C'est devenu un problème, et aujourd'hui ce n'est pas à une ville de supporter une forme urbaine inadaptée pour servir une rente foncière quelle qu'elle soit. Et donc toute la complexité, parce que avec le contexte économique, environnemental, social, etc., c'est quand même de base très complexe. Mais c'est vrai qu'on en rajoute une en disant, mais en fait, construire, oui, mais construire de manière intelligente, au bon endroit, et surtout que ça ait l'objet de refabriquer la ville sur la ville. Donc, c'est-à-dire de résorber de l'habitat indigne, de résorber des bâtis dégradés, et d'apporter des nouvelles fonctions sur des quartiers, que ce soit des nouvelles coques commerciales, des professions de santé, des laboratoires d'analyse, donc en travaillant les pieds d'immeubles, par exemple, pour qu'ils puissent accueillir ces services de proximité-là, et puis couper des îlots en deux, permettre l'accès à des centres, végétaliser, c'est important. Il y a des quartiers où c'est assez compliqué de végétaliser des avenues qui sont quand même dans des espaces très contraints, avec des réseaux enterrés qui ne permettent pas de faire des alignements d'arbres, d'implanter ce que l'on veut où on veut. Et pourtant, on veut tous de la nature en ville. Mais du coup, c'est peut-être aussi au privé d'apporter cette possibilité-là. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui en termes de végétalisation, que ce soit au titre de la charte de la construction durable de la ville ou au titre du plan local d'urbanisme intercommunal. Super, vous faites la transition. Effectivement, on est vraiment rentré dans le vif du sujet sur notamment la question des espaces publics. Vous venez de le dire. La ville d'Argenteuil a beaucoup travaillé sur les espaces publics avec cette charte. Il y a 2 chartes un peu importantes, la charte de la construction durable, je crois, et la charte des espaces publics. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de cette démarche? À quoi on atterrit, sur quoi on atterrit, et comment c'est reçu aussi du côté des professionnels? Comment tout ça s'articule sur un plan opérationnel? Alors, à la limite, j'aime pas trop résumer des choses assez complexes et aussi impactantes que l'acte de construire et l'acte de refaire une ville sur une ville. Mais ces chartes ont un objectif qui se résume en 2 mots, ou peut-être 3 mots, c'est le bon sens. Allez, 3 mots, le bon sens paysan, quelque part. Il était quand même nécessaire, suite à une période
qui était vrai partout, de construction galopante, on parlait de l'opportunité tout à l'heure, de gré à gré entre vendeurs, acheteurs, etc. En fait, quand une opération se fait, très bien, en fait, le vendeur part, le promoteur construit, mais tout ce petit monde-là, à un moment donné, on les voit plus. Qu'est-ce qui reste? Les voisins, les futurs habitants, les futurs occupants, et puis la ville, et surtout les élus, les services de la ville, etc. Et quand je parle des services de la ville, c'est tous les services qui vont assurer la propreté, la sécurité, l'éducation, les groupes scolaires, etc. etc. Donc ça, c'était important pour nous de ramener du bon sens, et ça va mieux en le disant et ça va mieux en l'écrivant. Donc sur la charte des espaces publics, c'était plutôt un travail qu'est-ce qu'un espace public sur une avenue structurante, qu'est-ce qu'un espace public sur les axes secondaires, sur les places, comment pour aider à se projeter aussi et à nous finalement nous faire nous villes un cahier des charges pour l'ensemble des travaux que l'on une forme de référentiel. Exactement, une forme de référentiel sur l'ensemble des espaces publics que l'on requalifie au fur et à mesure. Je rappelle, 17 km², c'est une grande ville. Donc beaucoup de voiries, beaucoup d'espaces publics. Et puis à mettre en parallèle la charte de la construction durable pour répondre à la question qu'est-ce que vivre à Argenteuil, comment vivre à Argenteuil et à quoi ressemble finalement l'objet immobilier à Argenteuil. Alors là, on parlait évidemment plus aux collectifs qu'aux pavillonnaires, mais tout simplement pour partir de l'immeuble et de son intégration dans l'environnement. Donc c'est vrai qu'on a intégré des notions de matérialité, des notions de faire référence à l'histoire du quartier, de notions de politesse avec les pavillons alentours, avec les autres immeubles alentours, donc vraiment une intégration dans l'environnement urbain et architectural. Ensuite, à l'échelle de l'immeuble plutôt intérieur, dans l'enveloppe, donc là, c'est vraiment l'aspect paysager. Enfin, l'aspect paysager va aussi avec le premier volet, évidemment, pour le dialogue espace public et espace privé. Mais comment l'immeuble fonctionne, comment les parties communes fonctionnent également. Et puis, le dernier volet, c'est plutôt à l'échelle du logement, de rapporter des cahiers des charges, des référentiels à l'échelle du logement, notamment pour avoir des espaces qui soient à vivre. Et donc, je parlais du dialogue espace public et espace privé. Effectivement, on se doit d'avoir ce référentiel sur l'espace public, mais l'espace privé est aussi important, puisque s'il n'est pas usuel, il est au moins visuel. Et donc, c'est très important. Bien sûr. Et ce qui est beau se respecte de manière générale. Donc, c'est important. Donc, vous édictez en fait des formes finalement de règles de vie urbaine à travers ces chartes. Finalement, c'est quand même ça. J'aime beaucoup l'idée de la politesse parce que voilà, ça recrée du lien et c'est ça le vivre ensemble. En fait, c'est à partir d'une charte, finalement, on retravaille tout le lien social en le régulant un petit peu. Et il y a quelque chose aussi qui m'a intéressée dans ce que vous disiez, c'est finalement, on a la sensation que vous avez envie de réengager les professionnels sur le territoire. Vous disiez, peut-être je l'ai mal compris, mais finalement une forme de regret. Les professionnels interviennent sur un territoire et puis se dégagent. En fait, voilà. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'un territoire, c'est aussi avec les professionnels qui vont faire le territoire, maîtrise d'œuvre, etc. Le problème important, c'est le désengagement, c'est-à-dire on vient, on intervient, on se désengage. Comment on peut effectivement travailler, alors la charte est un moyen, mais comment on peut travailler sur l'engagement des acteurs professionnels? Voilà. Typiquement, la question du promoteur. Vous voyez, le promoteur qui vient sur un territoire, qui fait une affaire, et c'est normal, faire une affaire, qui la vend, etc., et puis après, qui se désengage. Donc là, la qualité de cette opération n'est pas en jeu pour lui, alors que pour le territoire, elle l'est très largement. Et je trouvais que c'était intéressant, ce fil à tirer que vous avez évoqué. On sort d'une période où j'ai dit à un moment donné que l'acte de construire était entre guillemets facile. Effectivement, on avait des taux d'intérêt qui nous permettaient d'accéder à la propriété, alors pas de manière facile, mais quand même de manière très avantageuse. On a eu les lois d'incitation, notamment Pinel, qui ont permis d'investir. Et finalement, alors ça a
très certainement été bénéfique pour la construction et notamment en permettant de financer du logement social aussi par extension. Mais finalement, on a quand même changé la perception du propriétariat, d'être propriétaire et de l'objet logement immobilier. C'est-à-dire qu'on a transformé la pierre, le logement, en un produit financier. Et donc, beaucoup de responsabilités, que ce soit de la part des promoteurs, des commercialisateurs, mais aussi des propriétaires, se sont envolés avec ça. On a aujourd'hui beaucoup de problèmes de vivre ensemble parce que être propriétaire, ça ne s'improvise pas. On a des droits, mais on a surtout des devoirs. Oui. On doit se sentir obligé envers ses locataires et on le voit tous les jours. Ce n'est pas le cas. Et donc, c'est aussi pour ça que sur certaines copropriétés, on se retrouve et j'ai pas cité les syndics que j'aurais dû citer dans la liste. Je peux en citer beaucoup d'autres. Mais on se retrouve avec des copropriétés qui sont en souffrance parce que justement, une partie des propriétaires, et je dis pas tous, il y a de très bons propriétaires, mais on va pas rentrer dans le sketch du chasseur, du bon chasseur et du mauvais chasseur. Mais il y a des propriétaires aujourd'hui qui ne savent pas être propriétaires. Et on doit, et ça marche aussi pour le citoyen, pour l'élu, pour tout le monde, on doit rajouter de la responsabilité, de l'autonomie dans notre société aujourd'hui. Et c'est vrai qu'être propriétaire pour une ville, c'est essentiel. Et donc, de la même manière, quand vous avez des divisions pavillonnaires, quand vous avez des pavillons qui sont divisés en 3, 4, 5, 6 logements. Bien sûr, ouais. Où est la responsabilité ? Où est la responsabilité ? Alors même qu'effectivement, quand on travaille sur des projets d'aménagement ou des projets collectifs qui s'intègrent et qui répondent à la charte, eh ben effectivement, on va voir les locaux, on va travailler sur l'agencement intérieur, on va travailler sur les locaux communs, les locaux vélos, l'accès, les ordures ménagères, etc., etc. On va prévoir les groupes scolaires, ce qu'on a fait sur la ville. Est-ce que on a inauguré quand même dernièrement 3 groupes scolaires. Ouais. Est-ce que les communes, enfin en tout cas les collectivités, ont vocation à être propriétaires de foncier importants dans la ville pour notamment réguler cette question de la responsabilité dont vous parlez ? Alors, en l'état actuel des choses et compte tenu des contraintes fiscales et financières qui pèsent sur les collectivités, ça paraît très compliqué. Néanmoins, on est accompagné par l'établissement public foncier d'Île-de-France qui nous aide justement à faire muter ces fonciers pour justement produire ce dont on a besoin, que ce soit du logement ou de l'activité économique, on en reparlera peut-être après, puisque la vision, en tout cas sur la ville d'Argenteuil, c'est justement d'avoir cette ville à vivre, de travailler sur ce vivre ensemble entre espace public, espace privé et tout le parcours résidentiel sur la ville. Et puis cette cohabitation avec une ville productive. On en parlera. Maintenir de l'emploi à proximité des logements et vice-versa. On en parlera après. Et donc, on n'est peut-être pas forcément dans cet objet et je pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que ce soit à la ville ou au bloc local de se substituer. Chacun doit prendre ses responsabilités aujourd'hui. En même temps, le foncier est aujourd'hui un tel sujet, notamment avec Lausanne, etc., la maîtrise foncière devient quand même la clé des opérations et de l'équation d'aménagement. Donc, est-ce que ça n'a pas un peu de sens quand même de dire le foncier, ça devient pour une partie des communs, un commun, c'est-à-dire vraiment d'intérêt général, où on est capable de maîtriser ce foncier sur des décennies et d'éviter peut-être... Alors, voilà, ça ouvre la porte à un vrai sujet qui est la dissociation du foncier et du bâti. Qui là par contre a vraiment du sens, donc on se retrouve sur des systèmes à l'anglo-saxonne, qui a vraiment du sens, qui n'est pas forcément mis en œuvre, pas forcément de manière très simple pas massive, aujourd'hui, et pas massive, mais qui aurait du sens parce que justement la clé de voûte de l'aménagement c'est la rente foncière, et qui est aujourd'hui par endroits extrêmement problématique, puisque la forme urbaine tend à être, je dis pas qu'elle est déterminée, je dis qu'elle tend à être déterminée par la rente foncière. Et donc aujourd'hui, ça donne des objets architecturaux qui ne sont pas supportables pour une ville à vivre et une ville productive.
Et donc, on se retrouve avec, justement, aujourd'hui, des projets qui ne sortent pas, puisqu'on ne le laisse pas faire. Mais on se retrouve avec des fonciers qui peuvent rester en friche. Tout à fait. Et donc, on revient au sujet initial. On a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est de trouver un juste milieu. Si on peut résumer ce qu'on est en train de se dire à un mot, c'est équilibre. En fait, tout n'est pas l'un ou l'autre. On n'est pas dans un système binaire. On l'a été jusqu'à présent. C'est la difficulté, c'est de rentrer dans des systèmes où oui, la recherche de l'équilibre... Quand vous avez la facilité, vous n'avez pas besoin d'aller dans la recherche de l'équilibre, qui est le plus complexe. C'est ça. Le sujet est dans cette recherche de l'équilibre. Je voulais juste préciser aussi sur ce qu'on disait précédemment, sur le fait qu'un opérateur ne reste pas sur la ville, etc. Vous voyez ces immeubles haussmanniens à Paris qui sont signés de l'architecte? C'est beau quand même, de signer son œuvre. Vous en voyez beaucoup des architectes qui signent leur œuvre aujourd'hui? Ouais. Qui signent. Je dis pas la plaquette, hein. Non, je parle pas de la plaquette commerciale, de la carte de visite, etc. Non, la signature. Et donc, en tout cas, ce que je pose assez souvent comme question, quand il y a des projets qui sont présentés, c'est est-ce que vous y habiteriez? Est-ce que vous achèteriez, vous, quelque chose? Bon, évidemment, oui. Mais bon, on voit bien clair et dans la réponse. Et on n'est pas... voilà, c'est plutôt la question... la question qui est un peu, qui met un peu les pieds dans le plat. Et c'est une autre question, c'est si vous passez devant, est-ce que vous levez la tête en disant waouh? Vous voulez rendre la ville d'Argenteuil absolument magnifique, belle. Alors, elle l'est déjà, magnifique et belle, je n'irai pas trop sur ce terrain-là parce que je pense que le beau est subjectif. Bien sûr, oui. Donc, un objet architectural, En tout cas, quel qu'il soit, ça fonction de l'expérience de chacun, vous avez forcément 50% qui va dire oh là là, c'est horrible, c'est laid, et 50% qui va dire ah, j'adore. Mais c'est un moteur dans votre action. C'est une histoire d'âge, d'expérience, de goût, etc. Mais c'est un moteur. Ouais. Et donc ça va de pair aussi avec le musée à ciel ouvert où on déploie des fresques sur toute la ville, évidemment. Bon, on a fait quelques digressions, mais c'était intéressant. Peut-être pour continuer à creuser cet angle, enfin ce sujet de l'espace public, vous l'avez dit tout à l'heure, la ville d'Argenteuil, elle est quand même une des problématiques importantes, c'est les ruptures par des axes évidemment routiers, ferrés, qui sont structurants à l'échelle de la région, mais qui sont du coup problèmes éventuels pour la ville d'Argenteuil. Comment vous traitez ces sujets? Alors, il y a deux types de ruptures. Il y a des coupures urbaines qui sont plus ou moins, même pas plus ou moins, qui sont subies quand même. Quand vous avez l'A15, quand vous avez les lignes SNCF, alors on a un plan sous les yeux. Non seulement, alors sur le plan, on est à plat, mais en fait, vous avez une déclivité énorme par endroit. C'est important. Je parlais de coteaux tout à l'heure, donc forcément. Et puis, forcément, il y a eu aussi des travaux d'envergure de terrassement pour certains axes, notamment la 15. Donc ça, c'est des coupures qui sont subies, qui font partie de l'histoire. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut les accepter. Maintenant, il va falloir apprendre à les transformer en coutures urbaines ou à les franchir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est des coupures qui sont vraiment... on les voit, voilà. On voit le plan de la ville, on les voit, elles existent. Dans le même genre, il y a la route départementale RD 311, le long des berges de Seine, qui est une coupure, effectivement, qui nous coupe de la Seine, mais qui est dans le même temps un formidable atout économique. Et donc, on parlait d'implanter, de réindustrialiser le territoire, d'implanter des emplois. Ce qui nous intéresse, c'est le taux d'emploi à l'hectare quand une entreprise s'installe à Argenteuil. Donc, cette route-là, elle nous permet de rejoindre la Défense, de rejoindre la 86, la 15, etc. Et après, d'autres centres névralgiques économiques rapidement. Donc, c'est un atout. Maintenant, encore une fois, l'équilibre, il va falloir apprendre à vivre avec et qu'il y ait cette cohabitation. Et puis, il y a des coupures qui sont beaucoup plus heureuses et que l'on souhaite développer. C'est les coupures naturelles. On a le parc de la butte d'Orgemont, on a la butte des Châtaigniers, on a la plaine d'Argenteuil, on a la Seine,
qui en soi est une coupure. Il y a le territoire boucle nord de Seine, comme son nom l'indique, il y a une boucle de Seine et lier ces villes les unes aux autres, il faut réapprendre à les intégrer, à les franchir, à les développer, à les embellir. Donc on a transformé une ancienne carrière, avec la région Île-de-France, on a inauguré 8 hectares de parcs en extension de la butte d'Orgemont. Donc tout a été réaménagé. On travaille encore sur un autre secteur, à la réalisation d'une passerelle entre Argenteuil et Colombes à mobilité douce pour justement franchir la Seine et avoir un autre rapport à la Seine qui soit moins routier. On travaille aussi sur des coupures ou des axes, des espaces publics qui sont aujourd'hui très minéraux, très autoroutiers, comme l'avenue Gabriel-Péri, avec le projet Canopée, où on va implanter plus de 400 arbres et arbustes et vraiment travailler à le transformer en une place, 35 000 mètres carrés, c'est une grande place. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est 2 fois 2 voies, des stationnements, des trottoirs de 8 mètres qui sont entièrement en bitume. Donc voilà, tout ça, là, c'est un projet majeur quand même dans les prochaines années. C'est un projet majeur, c'est la colonne vertébrale du centre-ville et de la ville. Voilà, c'est important pour nous de travailler justement ces coutures-là. Peut-être donner un calendrier de réalisation sur l'avenue Gabriel-Péri. On va commencer les travaux dans quelques temps, au printemps. Ça va se développer par tronçons, donc depuis l'hôtel de ville jusqu'à la Seine. Et donc ça fait partie d'une vaste vision portée par Georges Mautron et toute l'équipe municipale de reconquête des berges de Seine avec la Seine pour horizon. Ouais. Et donc depuis Beson jusqu'à Épinay, d'avoir véritablement cette reconquête, qu'on parle du côté de Beson d'activité économique, mais c'est tout à fait, ce n'est pas antinomique, au chemin de halage complètement naturel du côté d'Épinay. Et donc c'est vrai que l'ensemble des projets, même dans l'intérieur, dans les terres entre guillemets, tendent d'une manière ou d'une autre vers cette logique-là, de reconquête de la Seine. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une troisième coupure que j'ai pas forcément évoquée encore, c'est que même si la rue n'est pas forcément facile à traverser, contrairement à ce que l'on dit. Ça peut être très difficile de traverser une rue, de traverser un pâté de maison, un quartier, à pied, à vélo, si on ne le rend pas agréable, sécurisé. Pour tous. Parce que la sécurité est différente en fonction des personnes. Et agréable, pas forcément d'un point de vue usager, mais aussi visuel, on en parlait tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il faut réapprendre à se balader à Argenteuil. Il faut réapprendre, et ça va aussi de pair avec une politique de réimplantation de commerce de qualité sur la ville, à consommer, à rester à Argenteuil. Moi, je peux rester à Argenteuil sans sortir, sans problème. Mais voilà, ça implique aussi c'est un acte militant de rester et de faire des choses sur sa ville et d'en être fier. Et oui, parfois, ça va pas forcément aussi vite que l'on voudrait. Tout ne va pas. Oui, il y a quelques voiries qui sont à programmer, clairement. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et pour ça, il faut de la continuité. Il faut de la continuité dans l'action politique. Oui. Coudre et découdre, ça n'a jamais fait une ville cohérente, une ville à vivre et une ville productive qui va bien. Alors, à l'ère du défi écologique et climatique, on ne peut pas faire un épisode sans, évidemment, réintroduire ce contexte-là qui s'impose à l'action publique aujourd'hui. Donc, toutes les villes vont devoir déployer des politiques d'adaptation aux effets du changement climatique. L'enjeu, me semble-t-il, dans les prochaines années, c'est comment les villes restent habitables face aux problèmes chaleur urbaine, inondations, etc. C'est une évidence. Donc, c'est des actions de désimperméabilisation, de renaturation, de gestion des eaux de pluie, etc. Comment ça se passe à Argenteuil ? Comment on se saisit à Argenteuil de ces sujets-là ? Alors déjà, la désimperméabilisation, elle est au quotidien, elle est sur chaque projet. J'ai parlé de l'avenue Gabriel-Péri tout à l'heure. C'est une partie importante de l'avenue Gabriel-Péri que l'on va désimperméabiliser. On va conserver les arbres existants en bonne santé et on plante 400 arbres et arbustes.
L'objectif, c'est d'avoir, et d'ailleurs, il porte son nom, le projet de Canopée, d'avoir cet îlot de fraîcheur et d'avoir ce jardin à plusieurs étages, à plusieurs strates, en plein cœur de la ville. Sur le quartier Porte-Saint-Germain-Berge de Seine, par exemple, avec l'arrivée du transport en commun bus entre Seine, mais aussi avec l'ensemble des projets économiques, on est sur l'un des quartiers où on va le plus désimperméabiliser et planter. La plupart des projets aujourd'hui sont très intégrés, intègrent énormément la biodiversité en ville et travaillent beaucoup l'aspect paysager, contrairement à une époque où on était sur la boîte à chaussures, le parking et voilà. Donc là, c'est un formidable... Donc là, c'est une méthode systématique en amont, vous intégrez ces sujets-là. Systématique. Le PLU, il l'impose de manière générale, de toute façon maintenant, sur le pourcentage de pleine terre. Je dis bien de pleine terre, pas de espaces verts, sur dalles, etc. De pleine terre. Ça va de pair aussi avec les traitements des 5e façades, le toit. Les toits n'ont pas été traités pendant longtemps. Les toits, ils peuvent être productifs en matière d'énergie, ils peuvent être productifs en matière alimentaire, ils peuvent être végétalisés, ils peuvent héberger de la biodiversité. Ils peuvent être surélevés, parce qu'on parle aussi de densification peut-être à un moment donné. Ils peuvent être effectivement surélevés également. Bref, le toit, c'est un vrai sujet. On aménage, je parlais tout à l'heure de 8 hectares sur la butte d'Orgemont, des grands espaces naturels. On a les 120 hectares de plaine agricole. Et sur l'ensemble de la ville, sur les projets résidentiels collectifs, il y a aussi cette ambition de pleine terre et de végétalisation. Et puis, il y a aussi dans les zones pavillonnaires, puisqu'on le voit là sur le plan, on a des grands espaces pavillonnaires qui ont été longtemps soumis à la division parcellaire, qui participent aussi à l'artificialisation des sols. Et aujourd'hui, on a préservé au titre du PLUI un certain nombre d'îlots, de cœurs d'îlots verts, et mis un certain nombre de règles sur l'implantation pavillonnaire pour justement préserver des zones pavillonnaires qui soient respirables et qui soient à vivre et qui intègrent beaucoup plus difficilement, pour le coup, du réaménagement d'espaces publics avec plantation d'arbres, d'espaces de nature, etc. Même si, de temps en temps, sur certains quartiers, comme sur le Val Notre-Dame, en sacrifiant quelques places de parking, c'est vrai que, encore une fois, l'équilibre est pas facile à tenir, mais des espaces de respiration pour pouvoir avoir des plantations, parce qu'on a un magnifique centre horticole sur la ville d'Argenteuil qui vaut le détour, tout comme des plantations faites par les habitants directement. Vous parliez des divisions parcellaires, etc., donc on a compris que vous souhaitiez quand même plutôt réguler, freiner ce phénomène, dans la mesure où ça se fait de manière un peu anarchique. En même temps, aujourd'hui, avec la question du ZAN, etc., produire du logement, ça peut être aussi de la densification douce. Il y a tout un mouvement porté par notamment Ville Vivante qui travaille sur la densification douce, donc utiliser véritablement tout le tissu pavillonnaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une démarche que vous accompagneriez ou vraiment et donc, je vous pose la question de la densification. Ce rapport à la densification, quel est votre avis là-dessus ? Aujourd'hui, on a besoin d'une densification raisonnable et acceptable. Je ne pense pas, et d'ailleurs on le voit sur une ville comme Argenteuil qui est tellement hétérogène en forme urbaine, en vie même, on ne vit pas dans le quartier du Val Notre-Dame comme on vit à Orgemont, comme on vit au Coteau, etc. Et qu'à un moment donné, il est certain que on doit se tourner vers l'avenir, on doit concilier des aspects de densification, d'environnement, et des aspects économiques également, mais d'édicter une généralisation, une systématisation, à mon sens, c'est pas la clé et ce serait une erreur. Parce que je pense qu'il y a des citoyens, dont je fais partie, parce qu'avant d'être élu, on est citoyen, on souhaite aussi voir notre ville évoluer
nos villes évoluer, parce que là je ne parle pas forcément d'Argenteuil, mais aussi de voir ces formes urbaines que l'on connaissait un peu préservées, surtout dans l'espace pavillonnaire. Le risque avec ça, c'est d'ouvrir une boîte de Pandore. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la division pavillonnaire, de la densification dans les zones pavillonnaires. C'est quelque chose qu'on maîtrise de manière générale avec le code de l'urbanisme pas très bien. Qu'on a des problèmes sous-jacents qui sont des problématiques de stationnement. Quand vous avez un pavillon où il y avait une famille, potentiellement une voiture, voire 2 voitures, ok, vous densifiez, voire vous avez une suroccupation du logement avec les enfants qui ne trouvent pas de logement parce que nous sommes en tension en Île-de-France, qui restent chez leurs parents, on se retrouve facilement à 4 voitures par pavillon. On les met où ? Oui, bien sûr. On les met où ? Donc des problèmes de voisinage on à les terme, met nulle part. bien sûr. Ouais. Et on densifie. Alors très bien, prenez un quartier, n'importe quel quartier, n'importe quel espace urbain pavillonnaire, vous densifiez. Ça veut dire que vous faites venir potentiellement des jeunes couples ou des familles. Les extensions de groupes scolaires, vous les faites où ? Oui, ça pose des vrais sujets. C'est comme la réversibilité des bureaux, des quartiers de bureaux. On vous dit on va les transformer, la transformation de bureaux en logement. Ok, très bien. On a des millions de mètres carrés de bureaux vides, notamment en Île-de-France. Est-ce que ces quartiers et ces immeubles sont en capacité d'offrir les services publics nécessaires à l'installation de ces habitants ? Et en même temps, il faut produire du logement, on l'a dit tout à l'heure. Et en même temps, il faut produire du logement, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est des questions qui... Pour moi, il faut pas ouvrir la boîte de Pandore et pas s'engouffrer dans la brèche sans réfléchir. C'est du sur-mesure, chaque ville est différente, parfois même chaque quartier est différent, et chaque projet doit être étudié dans son unicité. Est-ce que les habitants, ils vous disent non, surtout on ne densifie pas? Est-ce qu'ils vous parlent de ce sujet? Bien sûr, bien sûr. C'est une inquiétude? Bien sûr. Puisque la densité, c'est synonyme de forcément plus de personnes, plus de friction, plus de problématiques liées à l'usage de l'espace public. Je parlais des voitures tout à l'heure. Des transports en commun, des groupes scolaires, etc., des ordures ménagères. La densification, en tout cas en France, est souvent perçue comme difficile, très difficile. Et pour autant, dans le même sens, vous avez des copropriétés, des quartiers qui vivent très bien et qui vont évoluer dans le temps. Mais c'est une conduite du changement et elle n'est pas facile. Mais bien sûr qu'on nous dit ça au quotidien. C'est difficile quand vous avez connu votre environnement pendant des années et que cet environnement change. C'est extrêmement difficile. Bien sûr. On est tous très contradictoires et on est... Effectivement, la densification, c'est un sujet toujours un peu brûlant et en même temps, on est les premiers à vouloir du logement pour nos enfants. Bien sûr, parce que dans le même temps, si vous ne fabriquez pas ces logements nécessaires aujourd'hui, vous alimentez le marché des marchands de sommeil et du mal-logement. Donc en fait, mécaniquement, quoi qu'il arrive, la demande de logement sera placée. Si vous ne produisez pas de logement social, de logement en accession, encore une fois, qui répond à un besoin de vie à un instant donné, vous faites les choux gras des marchands de sommeil, puisqu'on a besoin d'un toit sur la tête. C'est la pyramide de Maslow, c'est un besoin essentiel, se loger. Et donc, après, il y a peut-être d'autres aussi mutations à envisager. Je pense notamment à l'intensification des usages. Je parlais tout à l'heure des groupes scolaires, de l'accueil, des centres de loisirs, etc. Vous avez peut-être aussi dans certains quartiers des bâtiments ou des espaces qui sont sous-occupés, sous-utilisés. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question à l'échelle d'une ville, pourquoi encore construire ça, ça, ça et ça, alors même qu'on a un bâtiment qui pourrait accueillir plusieurs usages. On n'y est pas encore. Ça, c'est en train d'infuser, mais après, il y a évidemment toujours l'opérationnalité qui est toujours beaucoup plus complexe. On devra y venir, on n'aura pas le choix. C'est ça. Et c'est vrai que, du coup, à l'échelle d'une commune, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas ni de bonne solution, ni de mauvaise solution. En fait, tout se regarde au cas par cas, et c'est une question d'équilibre, et donc c'est une question aussi d'échelle. Alors, tout se regarde au cas par cas, en ayant quand même une vision et une stratégie globale. Bien sûr, oui. Évidemment. Je parlais de l'étude globale de l'habitat à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, on sait quels sont les besoins
en matière de typologie d'habitat par quartier. Donc on peut aussi aiguiller, suivant les projets et les besoins du quartier. On a quand même inauguré 3 groupes scolaires ces dernières années pour anticiper les besoins des futures familles qui vont s'implanter sur la ville. On a une logique de préservation des tissus pavillonnaires. Je parlais des cœurs d'îlots verts, je parlais de la limitation de la division parcellaire et de la division pavillonnaire. Mais ça fait partie de l'histoire de la ville et ces paysages, il faut les conserver. On a des cités-jardins, évidemment. Oui. On a des grands ensembles d'architecture brutaliste qui font partie de l'histoire aussi et qu'il faut accompagner dans leur vie actuelle et future. Et puis, je parlais de la réindustrialisation, donc forcément, ça va de pair avec cette cohabitation entre les espaces pavillonnaires, entre les espaces plutôt urbains, et puis ces grandes parcelles, ces grandes pôles d'activité économique au Val d'Argent, au Pôle Gare et Porte Saint-Germain-Berge-de-Seine, et puis avec ces espaces verts au milieu de tout ça. Et c'est vrai que Argenteuil regardant vers la Seine, voilà, l'idée, c'est d'avoir demain cette route départementale 311 avec ses carrefours, ses franchissements, ses pistes cyclables et ses trottoirs le long des berges de Seine et de retrouver ce cheminement agréable et de pouvoir aller d'un quartier à l'autre par les berges si on veut ou par un petit chemin détourné, l'itinéraire bis en cœur de ville. Alors, vous avez pris la casquette, votre casquette de vice-présidente EVT Boucle Nord de Seine. J'ai toujours un doute sur le nom. Quels sont vraiment les axes prioritaires? Vous venez effectivement de citer les pôles d'attractivité économique à développer. Comment on fait pour développer une stratégie économique à l'échelle du bassin, pour le coup, puisque c'est à l'échelle vraiment de l'EPT? Comment vous travaillez? Alors déjà, on a des outils marketing. On a refondu la marque de territoire Boucle Nord de Seine avec un vrai axe orienté sur le développement économique. Pourquoi ? Parce que ça permet à un territoire d'exister auprès des investisseurs et des utilisateurs. C'est comme ça aujourd'hui que vous êtes identifié auprès de Yamaha Motor Europe qui a installé son siège social à Argenteuil et qui l'inaugure au printemps. C'est comme ça que vous êtes identifié par des entreprises qui sont installées chez vous, L'Oréal à Clichy, Givaudan à Argenteuil. On a d'autres grandes entreprises de la cosmétique sur Argenteuil comme sur le territoire, mais aussi de l'aéronautique. C'est aussi comme ça que vous créez une vraie coopération entre les entreprises et entre les villes. Et aujourd'hui, on est un petit grand territoire ou un grand petit territoire. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui un petit territoire, entre guillemets, par sa taille, mais c'est un territoire très dense. On a 450 000 habitants sur le territoire. Et puis surtout, on est grand par notre implantation économique et puis par nos ambitions. Et donc, ça va avec cette marque de territoire, Boucle Nord de Seine. Et puis, des aspects plus réglementaires où on a tout simplement sanctuarisé le foncier économique, puisque aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une tendance de disparition de ces fonciers économiques et productifs en Île-de-France. Au profit du logement, en général, ou de la renaturation. Comment ? Ou de la renaturation. Alors, sur le foncier économique, peut-être moins. On est plutôt sur du logement. Ouais. Mais en revanche, l'objectif de préserver ces fonciers économiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans une logique de travailler au ratio d'emploi à l'hectare. Et donc de travailler sur des entreprises qui ont de la valeur pour nos habitants en permettant de créer de l'emploi local, à proximité, de proposer des formations. On a ouvert une école de production dédiée au métier de l'usinage avec le territoire Boucle Nord de Seine, mais aussi avec les entreprises locales. Il y avait véritablement des besoins en matière de formation. École de production, c'est une école d'apprentissage dédiée au métier de l'usinage industriel. D'accord. Qui avait des carences sur ce recrutement-là. Donc c'est vrai que ça permet de faire le lien avec des quartiers politiques de la ville. On parlait de couture urbaine, il y a aussi et de saisir les opportunités et de provoquer la chance, c'est aussi notre rôle en termes d'élus, de faire ce lien entre aussi un jeune en recherche d'un emploi ou d'une formation et une entreprise en recherche d'un jeune. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Et donc, on
On va retrouver des industries cosmétiques, agroalimentaires. On a l'aéronautique, l'aérospatiale. C'est moins connu. On a un tissu d'entreprise qui est extrêmement riche et varié. Et on voit un autre phénomène arriver, c'est l'implantation de data centers, qui sont aujourd'hui non seulement très gourmands en énergie, mais aussi en foncier, et qui créent peu d'emplois locaux, versus des valorisations foncières qui sont Bien sûr, énormes. Vous avez eu des projets, en tout cas des demandes data center, etc. On a des projets, on a des demandes. Maintenant, je pense que tout l'enjeu là, c'est de sortir très rapidement du schéma de l'opportunité, comme on a pu l'être sur le logement, comme on a pu l'être sur d'autres, sur le tertiaire, de sortir très rapidement de ce schéma-là et d'aller véritablement sur une stratégie, un plan, un schéma directeur régional, voire national, pour l'implantation de ces data centers. Oui. Pour mettre en cohérence un petit peu ces sujets. Le sujet logistique, est-ce que vous êtes concerné par ce sujet-là ? Alors, on a des entreprises logistiques, et d'ailleurs, on a même des entreprises qui sont des entreprises industrielles et productives qui ont leur logistique implantée, mais c'est de la logistique qui reste à taille humaine. On parlait tout à l'heure de l'équilibre entre ville productive et ville à vivre. Il n'est évidemment pas dans la vision portée par Georges Motron et portée par les élus du territoire, d'avoir de grands entrepôts logistiques en zone productive dense, puisque vous avez très facilement sur des sites, on le voit très bien sur la carte, des zones pavillonnaires qui vont cohabiter avec de l'industrie. Donc l'industrie d'aujourd'hui et du futur sont des industries qui sont beaucoup moins gourmandes en mètres carrés, qui sont beaucoup moins polluantes, qui ont moins de nuisances sonores, visuelles, etc. D'ailleurs, je vous invite à visiter certaines entreprises à Argenteuil. On a vraiment des pépites qui intègrent l'intelligence artificielle, qui sont aussi magnifiques à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui déploient énormément de choses pour le bien-être des salariés, etc. Et donc, ça cohabite très bien. Ça cohabite très, très bien. Donc, l'enjeu, c'est de maintenir ça. Donc, ça fait partie de la stratégie. Et donc, on ne va pas être concerné par des grands entrepôts logistiques majeurs, à l'exception du port de Gennevilliers, qui, sur les 800 hectares productifs du territoire, c'est à peu près 400 hectares, la moitié, et où là, effectivement, c'est quand même une grande plateforme logistique par essence. Et donc, la logistique dans la stratégie territoriale va plutôt se situer là. D'accord. Donc, la sanctuarisation des fonciers, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des fonciers industriels ou anciens fonciers d'activité en friche qui ne sont pas encore attribués, je ne sais pas comment dire autrement les choses, ou qui ne sont pas encore réinvestis ? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ouais. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, c'est que la stratégie fonctionne. Oui. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'industriels, que ce soit des entreprises du territoire qui souhaitent rester sur le territoire. Ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, cette vision-là, pour la région Île-de-France, pour la métropole du Grand Paris, est essentielle. C'est capital. Ça veut dire que vous pouvez maintenir des entreprises sur le territoire. Derrière, vous avez la fiscalité quand même. Le détail. Donc ça, c'est essentiel. Et on a la chance d'avoir ces grands espaces, d'où l'importance de les sanctuariser, d'où l'importance de travailler sur la programmation aussi, sur l'implantation, sur leur amélioration. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de friches qui ont trouvé de nouvelles couleurs. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc on a beaucoup de demandes justement des entreprises du territoire qui souhaitent s'agrandir, qui souhaitent rester implantées, qui souhaitent revoir qui souhaitent accompagner leur croissance tout en restant ici. On a des entreprises qui sont ailleurs en Île-de-France, mais ça c'est souvent le jeu des chaises musicales entre les territoires. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre, mais finalement qui veulent parfois rassembler des activités sur des centres névralgiques, qui veulent rassembler plusieurs sites pour des raisons économiques, etc. Et puis, vous avez des entreprises étrangères, et donc là, on travaille avec Choose Paris Region, l'agence de développement économique de la région, qui veulent s'implanter en France. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de leur proposer des sites soit clés en main, soit des friches à développer, qui permettent d'accueillir leurs activités. Donc aujourd'hui, on a des entreprises américaines, des entreprises chinoises qui s'installent à Argenteuil. Comment, on parlait tout à l'heure des acteurs engagés pour les territoires,
les professionnels notamment, alors on parlait plutôt des promoteurs tout à l'heure, mais là, les entreprises, comment vous engagez les entreprises à s'engager, pour le coup, dans le territoire? Il y a plein de manières pour une entreprise de s'engager pour le territoire. Juste par rapport à à la question précédente et à ce qu'on disait juste précédemment, quand vous êtes sur le pôle gare à Argenteuil, avec la gare d'Argenteuil, et que vous êtes à 10 minutes de Saint-Lazare, je suis arrivée en courant, j'ai mis très peu de temps pour venir de Paris. Vous mettez moins de temps de faire La Défense, centre de Paris, que de faire Saint-Lazare, Argenteuil. C'est quand même un endroit stratégique pour une entreprise aujourd'hui de s'implanter sur le pôle gare d'Argenteuil. Donc je fais une page de pub. Ça fait aucun doute. C'est the place to be. Et donc pour une entreprise, pour s'engager sur le territoire, ça, notamment les entreprises américaines, chinoises, etc. De responsabilité territoriale des entreprises. Voilà. C'est essentiel. Je parlais de responsabilité tout à l'heure des citoyens, des promoteurs, des élus, promoteurs, évidemment. La responsabilité territoriale des entreprises est essentielle. Il y a différentes manières de le faire et de l'envisager. Déjà, avant même de parler de responsabilité territoriale des entreprises, quand une entreprise s'installe à Argenteuil ou est à Argenteuil, elle bénéficie d'un accompagnement, je ne dirais pas unique, mais pas loin. On travaille énormément quand on est sur Vous avez créé un service dédié, je crois. On a un service dédié d'accompagnement des entreprises, sur tous les sujets liés à la vie de l'entreprise sur la ville et sur le territoire par extension, puisqu'on a le service territorial. Et d'ailleurs, tous les services du territoire, des 7 villes du territoire travaillent ensemble. On va les accompagner sur l'aménagement de la voirie alentour. On va répondre à leurs interrogations sur les trajets entre la gare et leur site, sur des problématiques de sécurité, comme pour un citoyen. L'entreprise est un citoyen de la ville. Mais comment l'entreprise? Alors, justement, quand vous faites ça, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. C'est ça. Donc, je voulais juste préciser qu'on accompagne vraiment les entreprises sur le territoire. Ouais. Maintenant, dans un autre sens, l'entreprise, elle s'engage, déjà, je le précisais tout à l'heure, la jeunesse, l'orientation, la formation, le mentorat. Aujourd'hui, des entreprises ouvrent leurs portes pour accueillir, d'une manière ou d'une autre, les jeunes, les enseignants, les familles, pour leur faire découvrir l'industrie, leur métier, créer des vocations, participer à l'orientation. Pour nous, c'est une richesse énorme. On a sur le territoire 30% de la population qui a moins de 30 ans. Que ce soit sur de l'orientation au collège, au lycée ou même sur de la reconversion professionnelle, cet engagement, il est essentiel. Il est essentiel. Il y a 14% des collégiens qui deviendront des chefs d'entreprise. Ah bon? Le reste des salariés. C'est beaucoup, 14%. Il me semblait... Ouais, c'est bien, c'est encourageant. Faut les chouchouter. C'est super. Faut les chouchouter. Et donc, aujourd'hui, des entreprises qui s'engagent là-dessus, c'est extrêmement important pour nous. Et puis après, il y a plein de manières de s'engager sur le territoire. Ça passe aussi par la désimperméabilisation. On parlait tout à l'heure de désimperméabilisation et de 5e façade. Ouais. Évidemment que ça passe par la rénovation du bâti. Bien sûr. Et la rénovation du bâti en accord avec les ambitions de la ville et du territoire. Donc, travailler la 5e façade. On a un industriel Hexagone, pour ne pas le citer, qui a solarisé sa toiture. Il l'a travaillé d'une manière exceptionnelle. On a des entreprises qui travaillent sur l'orientation des jeunes avec le comité local école-entreprise. On a des entreprises qui travaillent à l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur site. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt? Ça fait des pépites et ça fait parler du territoire aussi. Ils nous mettent en avant, ils vont être ambassadeurs de l'entreprise. Ils sont ambassadeurs de l'entreprise évidemment, mais ils vont être ambassadeurs du territoire aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors on s'achemine vers la fin de cet épisode. J'aimerais du coup faire une boucle et reboucler un peu sur votre rôle d'élu. Donc on l'a vu, vous l'avez démontré, l'action publique, ça devient très complexe quand même, compte tenu de multicritères qu'il faut intégrer, satisfaire le besoin. Ça suffit plus. Il faut aussi maintenant prendre en compte les milieux, les ressources, l'environnement, etc. Tout ça
peut être totalement contradictoire avec justement la réponse aux besoins. Faire du logement, ça détruit les sols, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Donc comment on articule cette complexité au quotidien ? Alors déjà, refaire la ville sur la ville, comme je disais tout à l'heure, on cherche justement à limiter la destruction des sols, comme vous dites, ou à limiter l'artificialisation. Donc vraiment, reconstruire la ville sur la ville, régénérer, c'est essentiel. Comme ces animaux qui se régénèrent, c'est essentiel. La ville est un animal vivant, quelque part. Ensuite, comment on articule tout ça ? Parce que vous, en tant qu'élu, vous êtes dans ces sujets, et à un moment donné, il y a une vraie compréhension des sujets, et cette complexité articule. Sur le plan politique, et quand on est dans le projet de politique, et quand on est dans le projet de territoire, la vision, elle est là, l'intégration des contradictions, on arrive à peu près à le faire, mais après, localement, avec les habitants, justement, comment ça se passe ? Alors, la concertation. On a réintroduit beaucoup de concertation. Sur le projet de l'avenue Gabriel Péri, on a fait une grande concertation. On a travaillé sur des ateliers thématiques, on a fait des réunions publiques, on a fait beaucoup de balades urbaines. Moi, j'adore les balades urbaines. Il n'y a rien de tel qu'une balade urbaine. Je veux dire, on est sur place. On n'est pas dans une salle, on n'est pas face à un PowerPoint, même si on en a besoin, on en fait. Mais on est sur place, donc on fait des balades urbaines. On en a fait sur Gabriel Péri, on en a fait sur le quartier Porte Saint-Germain-Berge de Seine. Le samedi matin, régulièrement, on fait les balades de quartier, parce que là, ça permet de voir aussi des problèmes du quotidien, etc. Donc la concertation, l'échange, le dialogue, la communication. En fait, à un moment donné, c'est ce qui fait aussi qu'on se comprend de moins en moins. Quand on disait tout à l'heure, en fait, on veut pas voir changer, on est un peu réticent au changement, etc. On se comprend de moins en moins, de manière générale. Dans le train, on se parle plus. Dans la rue, on se parle plus. Entre voisins, on se parle plus. Bon, encore que moi, je sors un carton de chez moi il y a 2 jours. J'ai demandé à personne et j'ai trouvé 2 voisins qui sont sortis de chez eux et qui ont chargé mon carton dans la voiture. Oui, mais bon, c'était aussi peut-être votre aura d'élu qui... Pas du tout. Je peux des histoires comme ça, je peux vous en raconter 1000 à Argenteuil. Une solidarité incroyable. Que dans n'importe quel quartier, ne serait-ce que même rester sur un banc à discuter, je peux raconter 1000 histoires comme ça. Et c'est vraiment aussi ce qui fait la richesse de la ville et ce qui fait qu'elle est passionnante. C'est à la fois la ville en elle-même, mais je disais, il faut commencer par aimer les gens. Parce que la concertation, vous savez qu'il y a un biais à la concertation. Et c'est toujours les mêmes personnes qui viennent parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils sont déjà un peu leaders locaux, parce qu'ils sont dans des associations, écoutez, etc. Sur la dernière concertation, justement, sur la Seine pour Horizon, donc j'en ai pas énormément parlé. D'ailleurs, sur la désimperméabilisation, tout à l'heure, j'ai pas parlé de la platanerie et du marché. Héloïse, mais on a quand même entièrement réaménagé la platanerie, désimperméabiliser les alentours du marché. Et aujourd'hui, on travaille sur le secteur Île-Héloïse, qui comprend une entrée de ville sur le secteur Pierre-Guyenne, musée sauvage, qui porte son nom sur Argenteuil. Une grande étude urbaine, justement, pour travailler à l'avenir du site, en lien avec la Seine, mais aussi en lien forcément avec le centre-ville, et puis tout le linéaire de Besançon à Épinay. Notre rôle aussi d'élu, c'est de créer les conditions de la concertation et du dialogue. Et justement de favoriser, alors pas favoriser, mais de permettre aussi aux gens qui ne s'expriment pas ou qui n'osent pas s'exprimer, de s'exprimer. Parce qu'ils ont quelque chose à dire. Et ce qu'ils ont à dire est très intéressant. Et donc, la dernière réunion publique, c'était très intéressant. Il y a eu vraiment tout le panel d'opinions, d'idées, etc. Les balades urbaines, c'est assez favorable parce qu'on est aussi moins dans la logique de grandes réunions avec du monde. C'est pas forcément facile de s'exprimer devant beaucoup de monde. Et donc, on récolte aussi beaucoup d'avis, etc. Et puis, on a aussi la logique d'ateliers thématiques où vous allez avoir des commerçants, des familles, des entreprises qui vont pas du tout avoir le même prisme sur la ville et qui vont pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus libre. Donc, c'est notre rôle d'élu aujourd'hui et de favoriser ce dialogue, cette communication et cette concertation. Maintenant, qui dit concertation ne dit pas que le dernier qui va s'exprimer va avoir raison. Et qu'à un moment donné, quand vous êtes élu, vous êtes en responsabilité et vous avez été aussi élu pour prendre des décisions.
Alors, j'allais vous demander, voilà, quel est votre rôle d'élu? C'est quoi la définition d'un élu aujourd'hui? À un moment donné, vous prenez des décisions qui sont éclairées par un contexte, par des experts, par des agents. On a des compétences internes à la ville. On fait appel à des compétences extérieures aussi aujourd'hui. Et c'est d'être, à force de beaucoup de travail, suffisamment au fait de l'ensemble des contraintes, des effets de bord qu'il peut y avoir, des impacts. L'impact est énorme. En tout cas, c'est une question centrale. Quel est l'impact? Et vous n'aurez aucun projet à zéro impact. Donc, en gros, il ne faut pas rester dans la position d'avoir peur de faire. Il faut faire. Une ville qui ne se fait pas et qui ne se refait pas, c'est une ville qui périclite. Et donc, le rôle d'élu, c'est à la fois de pouvoir de prendre ses décisions en connaissance de cause, avec tout ce qu'on vient de se dire, de la concertation citoyenne jusqu'à l'expertise interne comme externe, et puis de prendre ses décisions en accord avec sa politique et son programme de campagne, et donc ce pourquoi on a été élu. Est-ce que vous considérez que le rôle de l'élu, c'est vraiment décider, avant tout décider, ou est-ce qu'on va plus vers un rôle de l'élu comme un médiateur d'un territoire, un fédérateur, quelqu'un qui est là pour accompagner, faire de la pédagogie, etc. On est forcément là pour accompagner et faire de la pédagogie. Maintenant, on est forcément là aussi pour décider. Donner un cap, en tout cas. Parce que la somme d'intérêts particuliers n'a jamais fait un intérêt général. Et que si vous restez ad vitam aeternam à faire des études, à discuter, à échanger et à vous opposer, la ville n'avancera pas. C'est quoi la plus grande difficulté avec votre expérience? Oui, pardon, mais s'opposer pour s'opposer, ça n'a jamais fait avancer une ville. Donc à un moment donné, il faut concilier l'écologie, l'économie, le cadre de vie et bien d'autres sujets encore. Parlons de la jeunesse et de l'orientation. Mais il y a des sujets qui sont aussi intrinsèques à la ville, mais aussi grandement dépendants des décisions gouvernementales. Donc j'allais vous parler des marges de manœuvre de l'élu local aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que vous avez quand même encore des marges de manœuvre pour faire des choses? On a quand même encore des marges de manœuvre pour faire des choses si tant est que nous ayons du courage et de la volonté. Néanmoins, avec les coupes budgétaires imposées, avec les contraintes environnementales, normatives, quelles qu'elles soient, qui nous sont imposées, il faut encore plus de courage et de volonté. Et est-ce que ça suffit? C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que vous avez vraiment encore les marges de manœuvre? À un moment donné, il va falloir une prise de conscience, et ces propos n'engagent que moi. Je pense qu'il va falloir avoir une prise de conscience générale, de se dire qu'on ne peut pas, dans un sens, se dire que, par exemple, l'État va passer outre un certain nombre de normes, de contraintes, de règlements d'urbanisme, etc., pour sortir des projets quels qu'ils soient. Et dans un sens, continuer à expliquer à nos concitoyens qu'on leur impose encore plus de normes. Donc c'est pas possible aujourd'hui de dire qu'on libéralise un certain nombre de choses pour favoriser des investissements étrangers, pour favoriser la rénovation de patrimoine historique, etc. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous l'avez compris. Versus des normes qui sont de plus en plus contraignantes, administrativement et économiquement, pour nos concitoyens. Donc il va falloir qu'il y ait un rapprochement, ou en tout cas combler ce fossé qui s'est creusé au fil des années entre l'élu local et l'élu national ou le gouvernement. Et donc, avec les quelques années d'expérience maintenant que vous avez, de recul, quelle est la plus grande difficulté pour vous d'être un élu local aujourd'hui? Le temps. Le temps. Ça, je crois que c'est pas que pour l'élu local. Le temps. Le temps et peut-être la connaissance de ce qu'est un élu local, le statut de l'élu local. À un moment donné, en poussant l'exercice un peu plus loin, je pense que nous devrions tous être élus locaux à un moment donné dans la vie. Ça, je vous suis totalement, je suis bien d'accord avec vous. On devrait tous être élus locaux à un moment donné dans la vie. Et je pense qu'à un moment donné, les logiques de politique politicienne, les logiques partisanes, etc., il faut savoir reconnaître aussi quand on peut concilier différents aspects, différentes idées, différents prismes. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, si tant est que l'on reste
dans la vision portée par Georges Mautronpt pour Argenteuil, pour laquelle j'ai adhéré en 2020. Alors, une dernière question. Oui, je vous en prie. Je voulais juste ajouter quelque chose aussi. C'est une équipe. C'est un collectif. Alors, comme un chef d'entreprise peut sentir une grande solitude, un élu peut sentir une grande solitude, oui. Ça c'est sûr. Mais c'est une majorité municipale, c'est une équipe municipale. Ce sont des délégations qui sont ultra complémentaires. Je parlais de la jeunesse tout à l'heure, j'ai parlé du musée à ciel ouvert avec la culture et le patrimoine. Il y a tout l'aspect environnemental et les transports. Les délégations sont la voirie et les espaces publics, le sport. Et, vous êtes obligé de travailler avec vos collègues. L'habitat et le logement, je vais en oublier, mais c'est pas grave. Non, c'est une équipe et à un moment donné, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et je pense qu'on essaye de le faire, en tout cas moi je parle juste pour moi, mais de la meilleure manière qui soit, avec le cœur, avec les tripes. Et voilà, c'est... Enfin, en tout cas moi personnellement, c'est ce qui me drive, mais c'est ce qui m'anime. Oui. C'est une très belle aventure, en tout cas on le sent dans vos propos. Donc ma dernière question, même si c'est une équipe, bien sûr, il n'empêche que l'élu local peut amener à être un jour élu national. Quelles sont vos ambitions politiques personnelles pour l'avenir ? Ouh, la question. J'avais vraiment envie de vous la poser. Je pense que quand on peut avoir un impact et quand on peut participer à changer les choses ou à faire avancer les choses, quel que soit l'échelon, personnellement, je le fais. Je fonce. Et donc, je disais, tout est question de chance ou d'opportunité, la chance, ça se provoque, etc. Si je détermine, à titre personnel, si je détermine que mon engagement, quel qu'il soit, permettra d'apporter une pierre à l'édifice, de participer à un projet qui ait du sens, qui répondent aussi à des problématiques sur lesquelles je pense qu'on doit faire bouger les lignes, je le ferai. Mais donc vous l'envisagez plutôt comme une carrière aujourd'hui, malgré tout ? Non. Non ? Être élu, c'est pas un job. C'est pas même si on dit on fait le job, etc. Mais non, c'est pas un travail, c'est pas un emploi, c'est un engagement. C'est un engagement. Et ça doit le rester. Je veux dire, aujourd'hui, si au niveau national, notamment à l'Assemblée nationale, vous avez tout ce bazar, et c'est un cirque, encore une fois, ces propos n'engagent que moi, mais c'est l'image que j'en ai aujourd'hui, et j'en suis profondément déçue, parce qu'on a besoin du Parlement aujourd'hui au quotidien sur nos problématiques locales pour lesquelles on mouille la chemise tous les jours. Je ne dis pas que nos députés ne mouillent pas la chemise, je ne dis pas qu'aucun travail n'est fait. Mais en tout cas, l'image qui est renvoyée aujourd'hui n'est pas l'image que j'ai, moi, d'une assemblée. Et si tant est qu'on soit forcément dans une logique d'égo personnel ou de réélection, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Alors oui, on a besoin d'être identifié. Oui, on a besoin d'incarner les projets. L'incarnation est essentielle. Mais en revanche, à un moment donné, je parlais de l'intérêt général et l'intérêt de la France, enfin d'Argenteuil, mais de la France, voilà, je l'ai dit. Je pense que c'est cet intérêt-là qui doit primer. Où sont les hommes d'État et femmes ? Mais où sont les... On n'a plus de panache, comme on en avait fut un temps. Donc c'est le mot un petit peu qui conclut et qui vous résume, le panache, l'engagement. Le panache, mais à un moment donné aussi, je parlais de courage et de volonté, et c'est le courage et la volonté de dire, OK, la France, dans 5 ans, pendant X années, ça va être compliqué. Pour telle et telle raison. On parlait de pédagogie tout à l'heure. Pour telle et telle raison. On est tous dans le même bateau. Pour y arriver et donner une vision, on n'a pas de vision française aujourd'hui. Je veux dire, regardez les derniers articles sur France 2030. L'hydrogène, on arrête, on remet tout sur... Je disais juste à un moment donné dans l'échange qu'il fallait de la continuité. Donc cette continuité, cette vision, il faut l'apporter. Il faut que quelqu'un l'apporte et dise à un moment donné, bon, très bien, on va manger notre pain noir pendant X années, mais pour s'en sortir et passer sous la vague, on a besoin de faire ça et de faire ça. Et si on le fait collectivement, ça se passera. Un plan. Écoutez, très bien. On a, je pense, tous les éléments pour se projeter sur l'avenir et vous souhaiter, en tout cas, une très bonne continuité dans votre action politique, où qu'elle soit. Ça a été passionnant. Je vous remercie parce que vous êtes justement très engagé. On voit qu'il y a une vraie passion pour les territoires. C'est très rafraîchissant dans le monde actuel. Je vous remercie, Madame Gicquel, pour avoir pris le temps et j'espère vous revoir
prochainement sur les ondes de Citizen Vox. Merci à vous. On est une belle équipe et en tout cas, voilà, Georges Mautron nous porte et apporte une belle vision et un élan de modernité pour la ville et de l'ambition. Et en tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite à Argenteuil parce que c'est une ville qui le mérite. Merci, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.